Salut la machine, j'espère que tu es au top. Deuxième vidéo de la géothermie, on va s'intéresser maintenant à l'origine de la chaleur, puisqu'on a vu qu'on était capable de récupérer la chaleur de la Terre pour nous chauffer, produire de l'électricité. Ok, c'est bien beau, mais nous les humains, on veut tout comprendre. D'où est-ce qu'elle vient, cette fichue chaleur? Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons deux sortes de chaleur dans la Terre. Au moment de la formation de la Terre par accrétion, vous vous souvenez quand tous les astéroïdes, boum, 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 se sont accrochés ensemble, ils sont rentrés dedans dans l'espace. Et bien à chaque fois qu'on cogne quelque chose, on frotte, on produit de l'énergie. Donc, quand il y a eu accrétion pour formation de la planète, tous les morceaux de matière qui se sont accumulés donc sont entrés en collision, ça a dégagé de l'énergie, ça a fait fondre le cœur de cette masse de matière et l'extérieur a formé une croûte. Donc c'est ce qu'on appelle donc la chaleur d'accrétion. Mais cette chaleur, aujourd'hui, elle est quasiment épuisée. Elle est dite résiduelle. Nous avons une autre source de chaleur. Ce sont les éléments radioactifs. Par la désintégration naturelle de ces éléments, on va avoir dégagement d'énergie. D'ailleurs, on les utilise dans nos magnifiques centrales nucléaires. Vous connaissez donc l'uranium, le thorium et le potassium. Donc pour ceux qui ont un petit peu oublié leur cours de physique-chimie, vous avez un noyau d'uranium 238 qui va se désintégrer en noyau de thorium 234 et va laisser s'échapper 2 protons et 2 neutrons. Bien sûr, cette désintégration dégage de l'énergie. C'est cette énergie qui va circuler dans la planète et qu'on va pouvoir donc mesurer et récupérer. Donc ici, vous avez un exemple de mesure de radioactivité d'une barre de roche. Donc dans le granit, par exemple, 45 désintégrations par minute. Dans le basalte, 21 désintégrations par minute. Donc vous voyez que le basalte est beaucoup moins radioactif que le granit, donc techniquement moins de chaleur dans le basalte que dans le granit. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau, donc au final, on se retrouve avec des éléments radioactifs qui se trouvent dans la Terre, qui produisent de l'énergie. Mais où est-ce qu'il y en a le plus de ces éléments radioactifs? Parce que nous, on a vu que dans la structure de la Terre, il y a la croûte, il y a le manteau supérieur, le manteau inférieur et le noyau. Eh bien, figurez-vous que les éléments radioactifs les plus présents sont là-dedans, dans le manteau. Donc la chaleur, elle provient de là, ce qui paraît un peu logique, puisqu'on passe notre temps à vous dire depuis que vous êtes tout petit que le magma vient des profondeurs de la Terre et qui remonte et qui ressort. C'est donc bien ici que ça fond. D'ailleurs, vous avez appris en première S qu'il y a la LVZ, la Low Velocity Zone. Si ici la roche a un petit peu fondu, c'est parce qu'elle est chauffée, donc il y a bien de la production de chaleur ici. Alors on peut se demander comment cette chaleur qui provient de l'intérieur de la Terre peut être emmenée en surface. Eh bien, nous allons voir qu'il y a deux méthodes de transfert d'énergie. Convection et conduction. On peut facilement recréer ces deux systèmes de transfert d'énergie en salle de travaux pratiques. Pour monter un système convectif, il vous faut un aquarium, il vous faut 2 thermomètres, une résistance qui va produire de la chaleur et bien sûr des potences pour porter tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va mettre de l'eau, donc on va installer une sonde à côté du thermoplongeur en profondeur, une sonde un peu plus en surface. On va mesurer l'écartement entre ces deux sondes. Ça, c'est important à savoir parce qu'on va s'en servir pour tracer le gradient géothermique de cet aquarium. On met donc de l'eau froide, on laisse le système se mettre en route et on attend et on vient relever régulièrement les mesures de température des deux points, des deux sondes au cours du temps. Donc globalement, on peut faire une expérience sur 700 secondes, c'est largement suffisant. Nous sommes des scientifiques, nous avons relevé minutieusement toutes les températures, nous avons fait un petit tableau Excel où nous avons enregistré la température en fonction du temps pour les deux sondes, la sonde numéro 1 en bleu qui est au fond du bac et la sonde numéro 2 qui est en rouge en surface du bac. Et donc on peut voir l'évolution de la température au cours du temps dans un système convectif avec un thermoplongeur au fond. Et qu'est-ce qu'on voit? Que l'évolution de la température au niveau des deux sondes est quasiment identique, sauf au démarrage. D'accord? On a un petit écart et ensuite ça se stabilise. On a quasiment la même température. Si on veut tracer le gradient géothermique, il nous faut la profondeur des deux sondes, puisqu'on a dit qu'un gradient géothermique correspond à l'augmentation de température avec la profondeur. Donc il faut qu'on connaisse la température en surface, la température en profondeur et la profondeur qui sépare les deux thermomètres. Voici donc le gradient géothermique. Nous avons la température des sondes en système convectif. Donc la sonde numéro 1 qui est en bas, à moins 12 cm,
la sonde numéro 2 qui est à moins 1 cm, la température de la sonde numéro 1 est environ 58 degrés, la température de la sonde numéro 2 est environ 58 degrés, nous avons donc une température qui est plus ou moins homogène dans tout l'aquarium, alors que la source de chaleur est en bas. Ça veut dire quoi? Que la chaleur qui était ici a été répartie en surface. Je reprends, la chaleur qui a été produite ici a été répartie en surface. Or, vous avez appris quelque chose en physique qui s'appelle PV égale nRT. Ça vous dit quelque chose? Donc, le volume d'un corps va dépendre de la température de ce corps. Et à partir du moment où vous avez chauffé l'eau, l'eau se dilate, prend plus de place, et comme l'eau dilatée est plus légère, elle est moins dense, elle monte. Tous ceux qui ont une maison avec une cheminée en bas, ils savent très bien qu'en haut, il fait plus chaud. Donc ici, dans le système convectif, si nous avons une température homogène en bas et en haut, c'est qu'on peut supposer que nous avons eu donc convection, c'est-à-dire déplacement de matière. Alors pour le prouver, il faut faire une comparaison avec une expérience dite témoin en mettant cette fois la sonde en haut. Et c'est le système cette fois conductif. On met le thermoplongeur à côté de la sonde qui se trouve en haut. On va faire la même chose, on enregistre, on trace l'évolution au cours du temps et là, il n'y a pas photo. La sonde numéro 1 qui est au fond, elle reste froide et la sonde numéro 2 qui est en surface, par contre, elle chauffe. Alors pourquoi la température ne s'homogénéise pas? Pourquoi la chaleur produite ici ne descend-elle pas ici? Tout simplement parce que ce qui est chaud et moins dense, plus léger, reste en haut. Donc, pour avoir de la chaleur en bas, ça veut dire que cette fois, on n'a pas de déplacement de matière, d'accord? On n'a pas d'eau chaude qui descend en profondeur, c'est impossible physiquement. L'eau chaude reste en surface. Donc, on va avoir transfert de chaleur de proche en proche. La chaleur va quitter une molécule d'eau pour aller dans la molécule d'à côté, qui va quitter la molécule d'à côté pour aller dans la molécule encore à côté, pour aller encore dans la molécule à côté, jusqu'à ce qu'elle arrive en bas. Donc vous voyez, c'est super rapide comme système. Voilà pourquoi nous avons un tel écart de température entre les deux sondes. Celle qui se trouve à côté du thermoplongeur reste chaude et celle qui est en bas reste froide. On peut donc tracer le gradient géothermique. Et là, cette fois, donc la sonde numéro 2 qui est en haut, qui est environ à 85-86 degrés. Et alors que la sonde numéro 1 qui est en profondeur, moins 12 degrés, on a une température de 15 degrés. Donc là, on a un gradient géothermique beaucoup plus fort. Et vous allez me dire, j'ai pas trop compris, il fait plus froid en bas, pourquoi c'est plus fort? Parce que justement, comme toute la chaleur, elle est là, et vous avez une forte augmentation de la température au cours de l'enfoncement, d'où une pente plus faible sur le graphique. Vous comprenez ce que je veux dire là? Alors oui, là, bien sûr, on a mis la chaleur en haut, dans la terre, la chaleur, elle est en bas. Et oui, mais quand c'est un système conductif, la chaleur met du temps à circuler. Donc quand vous allez creuser pour vous enfoncer, il va falloir sérieusement creuser avant de commencer à toucher des roches méga chaudes. Alors que si vous êtes en système convectif avec la source de chaleur dessous et du matériel chaud qui monte, vous êtes le petit bonhomme en surface, vous creusez, vous allez très vite tomber sur du très chaud. Donc plus vous allez vous enfoncer, moins vous sentirez de différence de température puisque la température est homogène. Donc vous avez peu d'augmentation de la température au cours de l'enfoncement, d'où une pente très forte sur le graphique. Vous pigez? La température elle est homogène partout dans la roche. Vous commencez à creuser, vous allez trouver la même température que si vous creusez 100 mètres plus bas. Donc forcément, la température elle sera toujours la même quand vous vous enfoncez. C'est pour ça que vous avez, hop, un truc vertical. Alors que là, on est en conduction. Vous êtes en surface. Alors si j'oublie ma petite source de chaleur là, d'accord, je me mets en système conductif, je mets ma source de chaleur en profondeur, j'ai une roche qui transfère la chaleur de proche en proche. Et si ma source de chaleur elle est en bas, d'accord, quand moi mon petit bonhomme je suis en surface, quand je vais creuser, au début la roche elle va être fraîche. Il va falloir que je creuse avant de commencer à sentir tout doucement une augmentation de température. C'est pour ça que j'ai une pente ici qui est plus faible. Vous comprenez? Ce qui veut dire donc que pente faible, conduction, pente forte, convection. Pente forte, même température partout. Pente faible, température qui augmente tout doucement avec la profondeur. Donc vous allez me dire, oui, là c'est tout à l'inverse. Mais oui, mais parce que là c'est une expérience et tout, mais on va voir dans la réalité. Donc voici le gradient géothermique de la Terre depuis la surface jusqu'au noyau. Bon, je l'ai pris en anglais, rien que pour vous embêter. Alors, ici la lithosphère, ensuite on est dans le manteau et là on est dans le noyau. 2900 km, là on a atterri dans le noyau. Donc effectivement, on observe pente faible, pente forte, pente faible, pente forte, pente forte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pente faible, conduction,
pente forte, convection. Conduction, convection. Alors vous allez me dire, pourquoi l'orientation de la pente n'est pas la même, hein? Là, on a penché comme ça, alors que nous, on a vu pencher plutôt à droite. Bah, tout simplement, parce que dans notre expérience, c'est de l'eau qui circule très vite, alors que dans le manteau, c'est de la roche en fusion, qui circule beaucoup plus lentement. Donc on va avoir une déperdition d'énergie, et donc de chaleur, et quand elle va arriver au sommet, on va plutôt basculer vers la gauche du graphique. Alors que là, ça circule très vite, on a beaucoup d'eau chaude qui monte très vite, on a une accumulation de chaleur en surface, donc on bascule vers la droite, vers les températures plus élevées. Là, on remonte, on perd de la chaleur parce que ça met beaucoup de temps. D'accord? Bah, c'est comme vous quand vous amenez votre assiette à table. Bah oui, elle se refroidit le temps du trajet. Bah là, ça se refroidit le temps du trajet. Donc ça bascule plutôt vers la gauche. Donc ici, convection. Et donc vous allez me reposer la question, mais alors pourquoi en conduction, c'est pas penché de la même façon? Là, c'est penché à gauche et là, c'est penché à droite. Et bien tout simplement parce que dans l'expérience qu'on a fait, la source de chaleur, elle avait été placée en haut. Alors qu'ici, la source de chaleur, elle est en bas. Ici, on a une convection de matière chaude qui monte, qui va buter sous la croûte, qui va se retrouver coincée et qui va donc chauffer tout doucement la croûte par conduction. Comme vous, quand vous mettez votre main sur le radiateur pour vous réchauffer votre main. Vous récupérez de la chaleur par conduction. Alors qu'à l'intérieur du radiateur, vous avez, je sais pas, c'est un radiateur à bain d'huile, vous avez de l'huile chaude qui circule. À l'intérieur du radiateur, c'est de la convection. L'huile chaude vient buter contre le métal, passe sa chaleur par conduction au métal, et vous mettez votre main contre le métal et vous récupérez par conduction la chaleur du métal. Donc toujours même principe, la chaleur est transférée par conduction de la base de la lithosphère vers le sommet avec une perte de chaleur, c'est pour ça qu'on dévie vers la gauche. On récapitule. Dans la lithosphère, conduction. Dans le manteau, convection à l'état solide. Limite manteau-noyau, conduction. Par contre, dans le noyau, faites attention, nous avons le noyau externe, le noyau interne, la graine, et nous avons donc une convection à l'état liquide. Alors, sur ce qui se passe exactement là-dedans, ils ne sont pas encore tous d'accord. Vous voyez, hein, ça c'est français, on n'a rien mis là. Et ça c'est américain. Ah bah eux, ils ont mis quelque chose. Donc le jour où ils seront d'accord, je vous referai la vidéo. Salut!